filles d'être sorties de vos bureaux. Et merci aux étudiantes d'être sorties de votre campus. Je le sais, c'est pas toujours facile, surtout à cette période-ci de l'année où tout redémarre sur les chapeaux de roue. Je voudrais aussi dire merci à tous nos partenaires financiers sans qui ce colloque n'aurait pas lieu aujourd'hui. Certains sont avec nous depuis les tout débuts. Je pense à Desjardins, IA Groupe Financier. D'autres se sont ajoutés au fil des ans. Une chose est certaine, ce sont de fiers partisans de la cause des femmes et ils méritent d'être reconnus comme tels. Permettez-moi de vous nommer nos partenaires platine, présentateurs de l'événement d'aujourd'hui. Il s'agit d'Intact Assurance, IA Groupe Financier, La Capitale Assurance et Services Financiers, Desjardins, Manuvie, les Fonds de recherche du Québec, Canada Vie et Banque nationale. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de bonheur. Mais pourquoi s'intéresser au bonheur en 2019, me direz-vous? Eh bien, voici quelques raisons qui expliquent ce choix. Tout d'abord parce que de nombreuses études de recherche nous révèlent qu'il y a de plus en plus d'anxiété, de stress, de burn-out, tant chez les étudiantes, et ce, dès le secondaire, que chez les millénials, qu'elles aient ou non des enfants, chez les mères de famille monoparentales, on comprendra facilement pourquoi, et oui, chez les femmes de 50 ans et plus. La ménopause, le fait d'être des aidantes naturelles, des séparations qui arrivent après 25-30 ans de vie commune, tout cela, évidemment, amène du stress et de l'anxiété chez les femmes de cet âge. Comme le disait Jean de La Fontaine dans la fable « Les animaux malades de la peste », ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Pourquoi parler de bonheur aujourd'hui? Voici une autre raison. Eh bien, parce qu'il s'agit d'une situation préoccupante, tant pour les femmes professionnelles et en affaires d'aujourd'hui que pour les jeunes filles qui aspirent à des défis professionnels de haut niveau. Leur santé psychologique et physique se détériore. Et ça, malheureusement, des statistiques nous le démontrent clairement. Il devient de plus en plus urgent d'agir. Également, on va parler de bonheur parce qu'on sait que le niveau de satisfaction des employés est positivement lié à la performance de l'entreprise. Je suis certaine qu'il y a des gestionnaires ici dans la salle qui seront intéressés par ce genre de constat. Enfin, pourquoi parler de bonheur? Eh bien, parce que les investisseurs demandent de plus en plus que le niveau de bonheur au travail des employés soit pris en compte dans les critères liés à l'investissement responsable. On n'aura bientôt plus le choix de s'y intéresser. Un peu comme on le fait aujourd'hui, évidemment, pour les questions climatiques et environnementales. J'aimerais maintenant prendre quelques minutes pour partager avec vous les réflexions qui m'ont amené à choisir le thème du bonheur pour le colloque d'aujourd'hui. Depuis plusieurs années, entre autres à travers les colloques précédents, nous avons travaillé à nous convaincre qu'il est permis et même souhaitable d'afficher notre ambition et de faire preuve de leadership. Nous nous sommes convaincus qu'il valait la peine d'oser, parce qu'oser, c'est gagner. Nous nous sommes dit qu'il fallait apprendre à déceler les opportunités et à les saisir quand elles se présentent. Enfin, nous nous sommes rappelé l'importance d'être autonome financièrement et de nous occuper de nos finances personnelles. Mais au bout du compte, tout cela nous rend-il plus heureuses, plus épanouies? Réussir notre vie professionnelle et être heureuse, est-ce que c'est vraiment possible finalement? Sommes-nous plutôt en train de construire une société où les femmes se sentent constamment appelées à performer, à faire plus, plus vite et toujours mieux, avec comme résultat des femmes de plus en plus stressées, anxieuses, épuisées, au bout du rouleau? Pour ma part, je crois fermement que pour éviter que les femmes ambitieuses aillent inexorablement vers un cul-de-sac, il importe de mettre en place les conditions essentielles pour assurer leur bien-être et leur bonheur.
Comment pouvons-nous les soulager du lourd fardeau qui leur incombe? De quelle façon les différents acteurs socio-économiques peuvent-ils apporter des solutions innovantes à ce problème? Peut-on s'inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs dans le monde? Voilà les sujets qui seront abordés dans le cadre du colloque d'aujourd'hui. Je me suis dit qu'en cette période de rareté de main-d'œuvre, ces sujets devraient sûrement intéresser les étudiantes, les professionnels, les entrepreneurs et les gestionnaires, mais aussi les entreprises soucieuses d'augmenter la productivité et la rétention de leur personnel et de limiter les coûts élevés liés à l'absentéisme. Parce qu'en bout de ligne, cultiver le bonheur, c'est tout le monde qui y gagne. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et j'inviterai Mme Noémie Girard, qui est conseillère juridique chez Universitas et qui est également secrétaire du Cercle Finance du Québec, à venir nous présenter Mme Louise Cordeau, qui nous dira quelques mots pour ouvrir officiellement la 4e édition du colloque Femmes en finance. Bonne journée et bon colloque à toutes et à tous. Merci Nicole. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, la personne qui va introduire le colloque aujourd'hui par son mot d'ouverture n'a pas besoin d'introduction parce que je suis certaine que vous la connaissez déjà toutes. Il s'agit de Maître Louise Cordeau, qui est présidente du Conseil du statut de la femme. Elle est diplômée de l'Université Laval en relations industrielles et en droit. Et Maître Cordeau a amorcé sa carrière en pratique privée pendant 8 ans en exerçant le droit. Et par la suite, elle a été directrice de cabinet du président de l'Assemblée nationale du Québec, puis du ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la réforme des institutions démocratiques. Maître Cordeau a œuvré à titre de directrice de Radio-Canada Québec pour la télévision, la radio et le web, puis elle a été la première femme chef de la direction du Journal de Québec chez Québecor Média. Elle est très engagée dans la communauté par son soutien à de nombreuses œuvres caritatives, dont la grande campagne de financement de l'Université Laval, la YWCA de Québec, le CHU de Québec et la Fondation Sourdine. Maître Cordeau a initié l'événement Québec-Ville-en-Rose et a cofondé il y a plus de 25 ans l'école primaire La Petite Académie de Saint-Hyacinthe. Parmi ses distinctions, elle a été faite chevalier de l'Ordre national du mérite français en 2008 et a reçu la reconnaissance Femme de mérite de la YWCA dans la catégorie Affaires et professions. En 2019, elle a été nommée à titre de chevalière de l'Ordre national du Québec. Depuis février 2017, elle est présidente du Conseil du statut de la femme. Alors, je lui cède la parole. Bon matin tout le monde. Je suis essoufflée juste à entendre tout ce que je viens d'entendre. C'est pas tout arrivé en même temps, c'est arrivé un après l'autre. Merci de l'invitation. Lorsque le thème du bonheur arrive, je pense que je suis une bonne personne pour commencer ça aujourd'hui parce que je suis foncièrement quelqu'un qui est heureuse et qui a toujours essayé de cultiver le bonheur dans ses environnements de travail. Mais une fois qu'on a dit ça, cultiver le bonheur, bon, il y a le bonheur personnel, il y a le bonheur au travail. Mais après ça, je vais faire des petites énumérations. Ça va être un petit peu ludique, le bonheur le matin, là, on peut faire ça. Est-ce que c'est le bonheur? Est-ce que c'est le nôtre, celui de notre famille, de nos enfants, de nos parents, de notre environnement de travail? Qu'est-ce qui fait notre bonheur? Est-ce que c'est notre réussite professionnelle, notre carte d'affaires, l'importance de nos réseaux, notre équilibre personnel, avoir une maison de rêve, avoir une garde-robe parfaite, les souliers qui fitent avec le sac à main, avoir des enfants inscrits à 5 cours, faire du yoga, manger santé, puis courir aussi. Moi, je préfère nager, mais c'est à peu près pareil. Je pourrais en faire une longue liste. Je sais que ça résonne dans votre tête, que peut-être vous l'avez peut-être déjà mis en séquence dans votre tête. On n'y échappe pas. On n'y échappe pas personne. Je pense qu'on vit dans une société qui nous donne beaucoup de pression. Et je vais me permettre de vous partager une petite tranche de vie. Bon, vous venez d'entendre mon parcours professionnel.
Lorsque j'ai reçu l'Ordre national du Québec, c'est un grand privilège. Après que le premier ministre ait défini mes engagements, et pendant la réception qui a suivi la remise des médailles, il y a 2 personnes qui se sont approchées de moi, 2 femmes d'un certain âge, qui m'ont dit « Avez-vous des enfants? » Vous admettrez que c'est rare qu'on demande à un homme qui a une carrière bien remplie s'il a des enfants. Et moi, je l'ai pris tout à fait normalement comme une gentillesse, parce que mes 2 filles étaient à côté de moi. Elles ont 32 et 34 ans, probablement l'âge de plusieurs personnes ici. Et je l'ai pris en disant, oui, elle veut s'intéresser à ma famille, mais au fond, c'était pas ça du tout. Elle ne pouvait pas comprendre comment j'avais eu cette carrière-là et que j'avais eu des enfants en même temps. Et je pense que c'est important de le dire. Je fais du mentorat avec une dizaine de jeunes femmes professionnelles actuellement, puis la question me revient souvent. Comment tu as fait? Et moi, je ne suis pas du département des miracles, là, mais j'ai fait des choix. Quand j'ai commencé à pratiquer le droit en 86, les garderies, le régime québécois d'assurance parentale, les garderies subventionnées, tout ça, ça n'existait pas, là. On se débrouillait un peu. J'ai accouché entre 2 examens du barreau. J'ai été provoquée pour passer mon dernier examen du barreau. Puis la plus jeune, comme j'avais des procès à signer puis que j'avais un bureau à faire vivre, je l'allaitais, la gardienne m'appelait, je l'allaitais. C'était fou. C'était complètement fou. Mais c'était ça à l'époque. Et à ce moment-là, j'avais fait un choix important. J'avais fait le choix d'avoir quelqu'un à la maison. Comme je vous dis, les régimes publics n'existaient pas. Et je payais cette personne-là plus cher que ce que je me donnais en salaire. Mais c'est un choix que je faisais. Et si j'ai réussi à faire si j'ai le curriculum vitae que j'ai, je sais que je suis choyée, je sais que je suis née sous une bonne étoile. Pendant 15 ans, j'ai eu quelqu'un à la maison à temps plein. Et ça a fait toute la différence dans mon parcours. Et c'est pour ça que je partage ces moments-là avec vous autres, parce qu'il n'y en a pas de magie. Il n'y en a pas de magie. Il n'y en a pas de façon de dire qu'on peut tout faire. Et les femmes comme moi qui deviennent des espèces d'inspiration, il faut qu'on vous le dise, il faut qu'on le dise comment on y est arrivé. C'est pas une recette, là, je ne vous donne pas de recette, mais je trouve ça important de le partager aussi, parce que sinon, ça donne l'illusion qu'il faut avoir une grosse carrière puis qu'on peut tout faire en même temps, et c'est pas vrai. Ce matin, je pense que vous allez avoir des panélistes qui vont vous enrichir la réflexion. Mais depuis 2 ans et demi, je suis présidente du Conseil du statut de la femme. Le Conseil du statut de la femme, son rôle, c'est de conseiller le gouvernement en matière d'égalité et d'informer le public sur des sujets qui concernent l'égalité. Et il y a certains éléments, peut-être que je vais mettre dans la balance de votre réflexion. Je n'ai pas de réponse, mais j'ai appris depuis 2 ans et demi. Il y a certains constats qui nous apparaissent dans la société qui pourraient peut-être transformer un petit peu la pression qu'on a de façon générale. Par exemple, dans notre société, l'importance qu'on accorde au rôle du père. Toute la question des congés parentaux. Quelle place fait-on au père? Nous-mêmes, personnellement, puis notre société comme employeur. Tous les enjeux autour de la conciliation travail-famille. Je sais que vous allez en parler tantôt, quand vous allez parler de bonheur au travail, mais la conciliation travail-famille, il y a certaines études qui nous démontrent que même dans les entreprises où il y a des mesures de conciliation travail-famille, il y a des gens qui hésitent à les utiliser, particulièrement des pères, parce qu'ils se demandent quel jugement leurs collègues vont avoir s'ils disent « moi j'ai un rendez-vous chez le dentiste avec mon enfant », est-ce qu'ils vont se faire répondre « ta femme n'est pas disponible ». Et ça, c'est pas une légende urbaine, ce que je vous dis là. L'autre élément dans la conciliation famille-travail, c'est qu'il y a eu aussi des démonstrations que les entreprises qui demandent à leur personnel quelles seraient les mesures qui seraient gagnantes, les mesures qui seraient intéressantes,
ils ont beaucoup plus de succès. Ils ont de la rétention, ils ont une diminution d'absentéisme, puis les entreprises ils ont plus de pouvoir d'attraction. Et en 2017, le ministère de la Famille a fait un grand sondage auprès de 8000 entreprises et 9 entreprises sur 10 disaient que lorsqu'il y avait des mesures de conciliation travail-famille qui étaient adéquates pour leurs employés, bien, il y avait énormément de satisfaction. Il y a, je pense, 2 autres éléments, puis ça a été évoqué en introduction. Il y a toute la question de la monoparentalité. J'ai quelques chiffres ici. Et une personne sur 4 qui est monoparentale est dirigée par c'est-à-dire une famille sur 4 est dirigée par une femme. 70% des tâches domestiques sont encore faites par les femmes. Je pense que la proche aidance aussi, c'est une autre réalité. Une personne sur 4 au Québec est proche aidante. Là, je viens de retrouver mon chiffre là, de la monoparentalité. Puis c'est une famille sur 4 est monoparentale, pas une personne sur 4, une famille sur 4. Et 75% des familles monoparentales sont dirigées par des femmes. Alors, ce sont je pense, des enjeux de société importants. Je sais que votre réflexion aujourd'hui va être riche. Peut-être, je lance une question. Je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'on pourrait se poser des questions puis être interpellé à réviser nos critères de succès et de performance? Et finalement, ben, je vous ai dit que j'étais quelqu'un qui était foncièrement heureuse. Si je suis foncièrement heureuse, c'est parce que j'ai décidé dans ma vie que les petits bonheurs quotidiens, c'était pour moi de très grands bonheurs. Je vous souhaite une très belle journée de réflexion, puis je vous remercie de votre attention. Encore moi. Je vais vous présenter les panélistes du panel d'ouverture. Donc, tout d'abord, Madame Catherine, est-ce que vous voulez vous approcher pour vous asseoir? Ça sera plus facile comme ça. Merci beaucoup, Madame Cordeau, pour votre discours très inspirant. Oui, donc je vous présente les panélistes du panel d'ouverture. Tout d'abord, Madame Catherine Privé, qui est CRHA, présidente et chef de la direction de Alia Conseil. Elle est cofondatrice et associée de la firme qui œuvre dans le développement organisationnel et la formation depuis 20 ans. Elle est psychosociologue et détentrice d'une maîtrise en administration publique de l'ENAP, spécialisée dans l'analyse et le développement des organisations. Elle œuvre principalement dans le développement des affaires pour la firme et également dans l'intervention stratégique auprès de divers clients. Depuis 2017, elle fait partie du réseau d'experts internationaux de l'Association pour le progrès du management. Également, elle est administratrice du conseil d'administration du réseau Femmes et Sœurs. En mars 2017, Alia Conseil a reçu le prix TELUS PME impliqué. Et en 2013, c'est une mention des Grands Prix québécois de la qualité qui lui ont été décernés. Et enfin, en 2009, l'entreprise a été finaliste au Mercuriade dans la catégorie Gestion proactive de la main-d'œuvre. Donc, bienvenue, Madame Privé. Merci. Ensuite, Élise Bourret, qui est CPA, CA et CFA, juste ici à gauche. Élise s'est jointe à Manuvie en 2015, où elle occupe le poste de chef de l'exploitation et de la gestion de patrimoine et d'actifs pour le Canada et chef des opérations investissement du Fonds général pour le Canada. Également, elle était chez Standard Life en 2001 à titre de directrice des opérations d'investissement dans le secteur de comptabilité des fiducies. Elle a débuté sa carrière à titre de vérificatrice chez Raymond Chabot, Grant Thornton. Et évidemment, bon, elle est comptable professionnelle agréée, titulaire de la charte CFA et membre du comité exécutif de Manuvie au Québec. Bienvenue, Madame Bourret.
Merci. Ensuite, à gauche complètement, Madame Annie Veillette, qui compte plus de 20 ans d'expérience au sein de différentes divisions de Great West, London Life et Canada Vie, tant au siège social que dans les services extérieurs. Annie détient le titre de planificateur financier, de même qu'un MBA et une certification en coaching professionnel et personnel. Elle est présentement directrice générale régionale pour la financière Liberté 55, qui est une division de London Life, une compagnie d'assurance vie, et sa passion est d'aider les gens à concrétiser leur vision du succès. Bienvenue, Madame Veillette. Et finalement, je vous présente notre animatrice, Madame Caroline Roy, qui est forte de ses 28 ans de carrière chez Léger. Elle a gravi tous les échelons de l'entreprise, d'intervieweuse à vice-présidente associée. Elle a développé une expertise reconnue en développement d'outils de mesure qui s'intègrent dans la stratégie des clients. Au cours de sa carrière, Caroline a géré plus de 2000 projets en recherche, marketing et social, qui a trouvé le temps de réaliser son MBA avec succès. Elle contribue à la création et à l'évolution de modèles de recherche novateurs chez Léger et sa force se situe dans son approche orientée vers le service aux clients. Pour Caroline, le bonheur au travail est fondamental dans l'épanouissement de sa carrière. Alors, bienvenue à vous quatre et je vous souhaite d'excellentes discussions. Merci. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Et en sentant la fébrilité du réseautage du matin, bien, si c'est vrai que le bonheur, lorsqu'on le partage, il se double, assurément, la journée sera formidable. C'est un privilège pour moi de voir qu'une communauté d'affaires prend le temps ensemble pour réfléchir à ce que c'est le bonheur au travail. Vous savez, on va passer en moyenne 75 000 heures de notre temps au travail. Et le travail, c'est le troisième facteur le plus influent sur notre bonheur personnel. Donc, assurément, il faut s'en occuper. Parce que si on ne s'occupe pas de notre propre bonheur au travail et le bonheur de nos talents, de nos salariés, mais ça crée des déviances, ça crée des problématiques qui vont nuire à l'organisation et aux individus. Et ce matin, ce que je souhaite avec le formidable panel, c'est d'explorer un peu plus en profondeur le bonheur au travail. Puis je veux qu'on se dise les vraies affaires ce matin. Hein. J'ai 3 grandes questions. Bien sûr, comme firme de recherche, je vais avoir de la donnée que je n'ai pas encore présentée, toute fraîche, là, d'un sondage qu'on a fait auprès de 1500 salariés au Canada, pour alimenter cette réflexion-là. Mais lorsqu'on parle du bonheur, je veux juste, avant de poser ma première question, oui, et lorsqu'on parle du bonheur au travail, ce qui est très important, c'est qu'on n'a pas à gérer le bonheur de son personnel, mais comme gestionnaire, on a le devoir de mettre les conditions gagnantes. Mais quelles sont-elles? Je plonge avec le formidable panel. Donc, tout d'abord, mesdames, pourquoi s'intéresser au bonheur en 2019? Catherine. Bien, en fait, je crois que comme dirigeant d'entreprise, comme gestionnaire, on a tout intérêt à avoir des gens heureux. Moi, je suis plus spécialisée en bien-être psychologique qu'en bonheur, mais je pense que c'est pas mal proche. Et je suis aussi d'accord qu'on n'a pas, entre les mains le bonheur de nos employés. On a à mettre les conditions de succès, donc de saines pratiques de gestion qui vont faire en sorte que les gens vont vouloir rester, donc ils vont être fidèles à l'entreprise, ils vont être plus performants, puis ils vont avoir une présence de qualité. Donc, c'est une stratégie de gestion, c'est sûr, de mettre les conditions en place pour que les gens soient bien, mais c'est aussi une finalité parce que c'est un besoin humain. Tu l'as dit tout à l'heure, là, le travail est le troisième facteur qui a un impact sur notre bonheur personnel. Donc, on a quand même une responsabilité sociale, je dirais, par rapport à la qualité de vie de nos gens à l'intérieur de nos entreprises. Élise? Je dirais que d'un point de vue personnel, on passe tellement de temps au travail que c'est, comme tu l'as mentionné tantôt, c'est un des 3 facteurs qui contribuent à notre bonheur personnel. Je pense que c'est super important de pouvoir être heureux nos 40 heures plus par semaine.
Je pense que d'un point de vue personnel aussi, comme leader, on aime être entouré de gens qui sont heureux, on aime être entouré de gens qui veulent être là avec nous. Fait que c'est très gratifiant, c'est le fun, travailler avec une belle équipe de gens intéressés. Puis d'un point de vue pratico-pratique, on est en situation plein emploi. Les gens ont des choix. Les gens, moi, je vais être heureuse au travail. Mes collègues vont être heureux, mais c'est normal de penser que finalement, c'est un besoin fondamental. On va être heureux au travail. Donc, en ayant des choix, c'est tout à notre avantage de faire ce qu'on peut pour retenir nos talents puis mettre en place les conditions gagnantes pour ça. Je suis pas spécialiste dans le bonheur. Là. Ce que je rapporte ici, c'est plus des réflexions ou des observations que j'ai faites. Une des raisons, je pense, qu'il faut qu'on s'y intéresse aujourd'hui, bien, je vois que, l'économie, je pense qu'elle a changé au cours des dernières années. On en parlait tout à l'heure, là, avant le panel, mais on a déjà été dans une économie où on fabriquait beaucoup de produits tangibles. Donc, on devait prendre soin de notre machinerie, de nos chaînes de montage. Donc, c'était des boulons à visser, des trucs comme ça. Aujourd'hui, l'économie a changé vers une économie plus du savoir, plus intellectuelle. Donc, dans le fond, la machine, aujourd'hui, c'est l'être humain. Alors, il faut en prendre soin. Alors, on n'a peut-être pas un boulon à visser, malgré que des fois, peut-être qu'on a des boulons qui sautent, mais bref, il faut qu'on s'occupe de nous, puis il faut être heureux, parce que c'est nous qui apportons de la valeur dans les entreprises. Puis ça va de plus en plus comme ça. On est dans une économie qui est avancée, qui est très intellectuelle, l'économie du savoir, donc je pense que ça va s'accentuer. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, je pense qu'il y a une question démographique. Alors, la face du travail a changé, puis les valeurs des gens qui travaillent ont changé. Alors, quand c'était les baby boomers avaient manqué beaucoup d'argent. Tu sais, je veux dire, il y a eu une époque, la vie était dure, donc on était plus sur j'ai besoin de combler, ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, là. C'était des besoins physiologiques de sécurité qu'on voulait combler. Donc, on travaillait parce qu'on n'avait pas le choix, puis on était jeunes, on avait vu nos parents qui avaient eu de la misère à arriver. Aujourd'hui, bien, c'est une jeune génération qui... on n'est pas en train de se chercher un toit. On a un gros filet social au Québec, je pense. On est quand même évolué là-dessus. Donc, on est plus en haut de la pyramide de Maslow où on a des besoins de s'épanouir, de s'actualiser. Et puis, c'est ce qu'on recherche beaucoup plus dans le travail, je pense, aujourd'hui, au niveau de nos besoins qu'on compte nous-mêmes comme êtres humains. Fait que moi, je dirais que c'est les deux choses que j'observe, là. Justement, est-ce que vous sentez une pression de la part de cette nouvelle génération en emploi? Et on est plusieurs, on est jusqu'à 5 générations à se côtoyer dans une organisation. Donc, bien, on en parlait avant le panel, justement. Oui. Moi, je disais à l'intérieur de mon entreprise, les plus jeunes, donc des 26-27 ans, qui sont des doctorantes en psychologie, ils sont très, très exigeantes, puis ils sont moins généreuses de leur temps que les boomers qui sont dans mon équipe. J'expliquais, si on finit la journée à 5 heures, mais on aurait besoin de rester jusqu'à 6h30 pour terminer un dossier. Avant, c'était même pas un souci, là. Je disais, on reste-tu jusqu'à 6h30? Le monde disait, pas de problème. Alors que là, je mets mes gants blancs jusqu'ici. Puis je leur demande, est-ce que ce serait possible qu'on poursuive? Puis souvent, la réponse, c'est, ben non, on finit à 5 heures, puis on recommencera demain matin. Ils vont probablement se reconnecter le soir, là, parce que je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas travaillantes, loin de là, mais ils veulent moins qu'on empiète sur la vie privée, ce qui est quand même bien aussi, mais on sent quand même une certaine pression, aussi du fait au marché du travail, on l'a dit là, ils ont plus d'offres. Donc, ils font le choix de rester jusqu'à temps qu'on contribue à leur développement, jusqu'à temps, s'ils apprennent plus, s'ils sentent qu'on ne contribue pas à leur employabilité, s'ils ne peuvent pas déployer leurs ailes, bien, ils regardent ailleurs. Alors, c'est sûr qu'ils ont du pouvoir. Fait que comme employeur, tu t'assures on a des résultats à atteindre, mais on va mettre toutes les conditions pour qu'ils soient bien. Alors oui, on sent cette pression-là de notre côté. S'intéresser au bonheur, ça fait plus de 20 ans que les spécialistes s'intéressent au bonheur au travail, mais on dirait que c'est seulement depuis les 5 dernières années où ça s'accélère. Il y a des centaines d'études qui sont réalisées, il y a même des congrès, il y a des semaines de bonheur en Suisse, en Europe, dans les pays scandinaves. Il y a des grands colloques sur le bonheur au travail. Mais si on s'y intéresse aujourd'hui, est-ce que c'est par opportunisme, aussi du point de vue de l'employeur, ou bien on est vraiment dans un air du temps justement pour répondre à la clientèle des milléniaux qui dictent les nouvelles tendances?
C'est une question qui est difficile à répondre, je pense. Je serais d'accord avec ce que tu disais tantôt, que je pense que ça fait partie d'une certaine mouvance. En même temps, avant, je pense que notre zone de référence était plus petite, était plus locale. Puis là, maintenant, il n'y a plus autant de... Nos horizons sont beaucoup plus larges. Les gens ne vont pas nécessairement s'associer à une localité, à une province et même à un pays. Les gens se considèrent plus citoyens du monde. Puis je pense que ça aussi, ça crée un certain effet de comparaison. Les gens sont plus connectés. Ils voient qu'est-ce qui est possible ailleurs. Puis je pense qu'on veut toujours... En tout cas, on veut se comparer à ce qui existe de mieux ailleurs. On est plus conscient, je pense, qu'il existe d'autres modèles. Fait que je pense que ça met une certaine pression aussi, puis ça encourage cette mouvance-là vers le bonheur. Mais je pense que si on avait on n'avait pas une rareté de main-d'œuvre, on ne serait pas là dans nos entreprises. Non. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis en pratique privée, puis avant, il y a des dirigeants qui me disaient: on presse le citron, ça fait la file. Si ça ne fait pas, on va recruter quelqu'un d'autre. Fait qu'avoir une firme en DO ou capital humain, ils ne prêtaient pas l'oreille. Sauf que maintenant, tout le monde, même si ça fait 10 ans qu'on dit qu'on est devant un mur au niveau de la disponibilité de main-d'œuvre ou de tête d'œuvre, personne ou presque s'est préparé. Sauf que là, on s'intéresse au bonheur. Tantôt, je disais, c'est aussi une stratégie de gestion. C'est un besoin en soi humain. Mais les gens veulent être meilleurs employeurs de choix, mais il y a toute une question de marketing RH aussi là-dedans. Là. Mais si on avait plein de monde de disponibles, je ne suis pas sûre, tu sais, en France, il y a un taux de chômage élevé, puis on me demande souvent pourquoi vous faites de l'aplaventrisme pour vos employés au Québec. Bien, je dis parce qu'on n'en a pas, puis c'est la guerre des talents. Alors, ils ne comprennent pas, eux. Mais il y en a encore plein de main-d'œuvre, tête d'œuvre de disponibles. Puis, tantôt, on parlait de pression. Je pense qu'il y a une pression aussi qui vient avec la jeune génération. On parlait d'être connecté. Hein? Puis, tantôt, tu as fait allusion à les gens ont l'air heureux, mais si on pense au Facebook, LinkedIn, il n'y a jamais d'événement malheureux. Donc, ça a toujours l'air parfait. Puis, je pense qu'on a cette pression-là de ça a l'air le fun. J'ai jamais vu autant. Si on regarde, mettons, notre propre organisation, je suis certaine que c'est la même chose chez vous. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est posté, on dirait qu'on ne travaille pas. Parce qu'on va faire le post de quoi? D'un événement qu'on a eu. J'étais dans une conférence. Nous autres, on a un événement où on a notre premier Canada Vie, 1er juillet. Il y a eu des gâteaux qui se sont mangés à travers le Canada. Donc, tout le monde mangeait du gâteau. Fait que ça a toujours l'air trippant. Fait que la pression, je pense, vient de là un peu. Puis, on a une pression aussi que je remarque un petit peu plus chez les jeunes que chez les établis. Les établis, là, tu as fait une bonne job, c'est correct. Mais là, on a les likes. Ils aiment ça se faire aimer souvent. Là. Hey, j'ai fait quelque chose, regardez, like. Alors, ça commence quand on est jeune. Là, les enfants, vous le savez, ça vient, puis il faut faire des bravos quand ils nous font un spectacle. Mais maintenant, avec les employés, aujourd'hui, avec ces likes-là, il faut reconnaître beaucoup plus souvent. T'es bon, t'es capable. T'es bon, puis sur des petites choses. Donc, pas la grosse reconnaissance, mais des petites reconnaissances souvent sur les gestes qui ont été accomplis. Alors, la pression, moi, je vois qu'elle vient de là. Puis pour des gestionnaires un petit peu plus... mettons qu'on est dans une autre génération. Moi, c'est la génération X. Il faut vraiment que je me fasse un point d'honneur avec les jeunes d'y penser. Parce que pour moi, ce n'est pas nécessairement important. Si j'arrive à la fin de l'année, j'ai atteint les trucs, c'est correct. Mais un jeune, il faut vraiment y penser. Et c'est là qu'elle vient la pression, je trouve. Bien, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je suis de la génération X. Mon équipe, ils ont en bas de 30 ans et c'est des décalages. Hein. Moi aussi, je dois me réajuster, comme toi, Catherine, aussi, où on prend nos gants blancs, mais il y a tout un ajustement qui est à faire. Et chez Léger, on a un comité plaisir et justement, cette démonstration-là, on le voit, nous, dans l'intranet, dans les bureaux à travers le Canada aussi. Donc, ça amène une autre pression interne. Comme personne de recherche, je vais vous présenter des résultats qui font un peu mal, en tout cas qui vont amener vraiment à réfléchir. S'il est de plus en plus difficile de recruter du personnel, cela devient aussi de plus en plus difficile de les retenir. En fait, c'est un sondage que j'ai fait pour la Chambre de commerce et d'industrie de Québec au printemps dernier, où 75% des gens d'affaires disaient que la compétition sollicite leurs employés. Le maraudage est normal. Il n'y a pas de surprise à cet effet-là. C'est les autres statistiques, moi, qui m'interpellent et je vais vouloir qu'on discute. À l'heure actuelle, c'est le sondage qu'on a fait auprès de 1500 salariés à travers le Canada.
que j'ai fait au mois de juin dernier. Qu'ils soient heureux ou non, 53% des salariés sont tentés d'accepter un travail ailleurs pour des conditions comparables. Donc, ils ont le pied dans la porte. Et chez les milléniaux, c'est dès qu'ils signent leur contrat d'emploi, le jour 1, ils sont déjà prêts à partir. L'autre, vous êtes, pour la grande majorité des gestionnaires, bien, sachez qu'il y a un employé sur deux qui vous ne trouve pas inspirant. Donc, c'est sympathique quand même. C'est sympathique. Et sachez que les femmes sont plus nombreuses à ne pas trouver inspirant leur supérieur immédiat. L'autre élément, 48%, donc on est vraiment dans du près de 50%, affirment recevoir peu ou pas du tout de reconnaissance au travail, alors que ça peut être dans les petits gestes, c'est dans le bonjour du matin, c'est dans le merci, et c'est de voir aussi dans nos organisations qu'on implante des différents actes de reconnaissance, mais est-ce que c'est les bons? Mettre une table de ping-pong dans la salle, si le patron ou la patronne n'y va pas, c'est peine perdue, ça ne fait pas le bon travail. Et l'autre élément, c'est 40% de nos salariés au Canada sont insatisfaits au travail. C'est beaucoup de gens. Donc, mesdames, comment vous réagissez à ces résultats? Est-ce que vous êtes surpris ou ça correspond à ce que vous sentez dans votre environnement? Bien, moi, je ferai une parenthèse avec l'engagement rationnel versus l'engagement affectif d'un employé à l'égard de son employeur. Puis pour moi, quelqu'un qui reste pour des raisons rationnelles, donc un engagement rationnel de tête, c'est souvent un frein à son bonheur ou à son bien-être. Puis je pense qu'au Québec, on a beaucoup de gens qui restent dans des situations, puis peut-être pas les milléniaux, mais les autres générations, qui restent dans des postes qui ne leur conviennent plus, qui ne leur permettent pas de déployer leurs ailes. Puis quand je dis des conditions rationnelles, c'est mon fonds de pension, mon salaire, un horaire variable, la garderie dans l'entreprise, l'aménagement des bureaux, tout ça, ça fait monter l'engagement rationnel et ça met une pression sur les supérieurs immédiats qu'on trouve moins inspirants, là. Il faut dépasser l'engagement rationnel par l'engagement affectif pour qu'un employé soit bien. Et qu'est-ce qui fait monter ou descendre le baromètre de l'engagement affectif? C'est les pratiques du supérieur immédiat. Alors, si on a des gens qui sont dans des prisons dorées, avec un engagement rationnel à ce niveau-là, bien, ça nous prend des super athlètes de la supervision, comme gestionnaire, pour dépasser l'engagement rationnel. Puis je pense qu'au Québec, on en a beaucoup de gens qui restent, ils gagnent leur ciel. Hein? Ils ne sont pas heureux, mais pour gagner leur ciel plus tard. Mais ce n'est pas ça qui est corrélé avec le bonheur. Puis je pense que ça ne fit pas du tout avec les jeunes qui ont le nerf de la patience atrophiée. Et on remarque que les employés qui travaillent dans des petites organisations sont plus heureux que dans les grandes organisations, justement, j'imagine, pour la proximité. Et vous, est-ce que vous vous sentez bien outillé pour faire face Bien, moi, je dirais dans le même sens que tu disais, plus particulièrement l'emphase sur les leaders. Donc, je pense que oui, ça peut être plus difficile de les retenir. On vit des transformations à plusieurs niveaux dans l'industrie dans laquelle on est. On a de l'automatisation tout le temps de plus en plus grande, les modèles d'affaires qui changent, la concentration, le focus sur le client qui est de plus en plus importante. Il y a encore des phénomènes où est-ce qu'il y a des positions qui vont même si on est dans le marché du plein emploi, il y a des positions encore qui sont déplacées dans d'autres pays. On vit encore l'impartition. Donc, il y a quand même plusieurs... quand tu disais dans les prisons dorées, des fois, les gens sont bien dans leur emploi, mais voient tout ça, ça affecte les gens. Puis je pense qu'un gestionnaire qui est capable d'avoir de la vision, d'être capable surtout de l'exprimer, puis être capable d'inspirer les gens, il faut qu'il soit capable de saisir les opportunités à travers ces dangers-là qui sont perçus. C'est beaucoup plus facile de voir ce que tu peux perdre que ce que tu peux gagner. Donc, je peux perdre ma garderie, je peux perdre
si je peux perdre ça. Mais de voir dans un contexte de changement, de transformation, qu'est-ce qu'on peut gagner, bien, ça requiert de l'imagination, de la créativité, puis aussi la confiance, puis une certaine prise de risque. Puis des fois, bien, quand ça fait un certain moment un certain nombre d'années que les gens sont dans une même position, dans un même environnement, parce que c'est pratique, bien, ça devient plus difficile. Fait que moi, personnellement, je dirais que dans le contexte où je vis, dans les dernières années, c'est beaucoup ça qu'on vit. Donc, outiller les gestionnaires dans un contexte que tu parlais tantôt, je suis sûre que tu vas vouloir en parler, fait que je vais pas l'aborder, mais je pense que c'est important dans notre contexte d'outiller nos gestionnaires, d'outiller nos leaders. Puis je pense qu'un employé part beaucoup aussi encore à cause du leader. Parce qu'on voit dans les pathologies qui se dessinent au travail lorsqu'on ne s'occupe pas, où on n'a pas toutes les conditions gagnantes, c'est les 3 B. Il y a le burn-out, on a parlé de l'épuisement au travail. Il y a le bore-out, qui est l'ennui au travail, et le brown-out, qui est l'absence de sens au travail. Donc, ça part de cette inspiration-là dans des emplois aussi un peu plus routiniers, de comprendre la portée que dans la chaîne, c'est un maillon important qui fait la différence pour le client dans l'organisation. Donc, c'est de voir comment on va chercher les ressources et les moyens là, pour essayer de contrer ou comprendre les besoins et les attentes de ces employés. On se demandait si on était bien outillé comme employeur. Je pense qu'une des choses qu'il faudrait qu'il change, mais qui a changé en fait, puis qu'il faudrait peut-être qu'il revienne, encore là on en parlait tout à l'heure, c'est la notion de temps. En contexte de réorganisation, puis on est là-dedans beaucoup, là, les services financiers, on a peut-être moins de temps qu'avant comme gestionnaire. Si je regarde, moi, j'ai moins de temps à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un employé à évoluer. Je vois les statistiques où peut-être il y a 2-3 trucs qui ont été mentionnés. Dans les petites entreprises, les gens sont plus heureux. Les petites entreprises sont plus agiles. On a plus de liberté de modifier les postes, de faire ce qu'on veut pour que la personne soit bien. Dans les grandes organisations, bien, le poste, c'est le poste. Puis, si on n'a pas le temps ou on ne se donne pas ou que ce n'est pas valorisé comme gestionnaire de dire je peux prendre juste du temps à réfléchir un tel individu, là, il veut faire quoi? C'est quoi ses aspirations de carrière? Je regarde comme chez nous, on a 11 000 employés. Ça ne se peut pas qu'il y ait un poste à quelque part qui ne fonctionne pas pour cette personne-là. Il faut être un peu patient, c'est vrai. Des fois, ça n'arrive pas comme ça. Mais il faut avoir le temps de penser puis de travailler avec les individus pour dire, OK, tu es rentré, puis maintenant, voici, ça va être ça ton cheminement de carrière. Puis l'engagement émotif que tu parlais tout à l'heure, Catherine, versus rationnel, je pense que ça se bâtit aussi, oui, par le gestionnaire, mais à travers les années. Si je regarde chez nous, il y a des gens, là, je vois, il y a une table, il y en a plein là-dedans que je connais depuis plus de 15 ans. Là. Je les aime. Je veux dire, il y a un moment donné, il y a une question de... Tu crées des relations avec les gens parce que ça fait longtemps que tu es dans une organisation aussi. Puis ça, la grande organisation dans les services financiers, on a beaucoup de gens qui sont là-dedans ici. On a cette possibilité-là d'évoluer puis de créer des relations à long terme avec des gens qui vont rehausser cet engagement-là émotif en plus du gestionnaire. Mais il faut se donner aussi, comme gestionnaire, le temps de réfléchir, je pense. Mais est-ce que ça vient de la haute direction? Est-ce que nos dirigeants d'entreprise sont ouverts à investir dans les ressources humaines? On a fait, léger, dernièrement, un sondage pour ADP, je pense, sur les ressources humaines, où les gens ne comprennent pas le rôle des ressources humaines. Quand les ressources humaines appellent « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui arrive? » C'est très limité, la connaissance de tout l'apport que peut avoir une direction des ressources humaines. Est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Y a-t-il un marketing des RH à faire dans les organisations pour... Oui, bien en fait, les ressources humaines avant étaient plus administratifs, dans des services plus administratifs ou transactionnels. Maintenant, il faut repositionner la fonction RH comme un partenaire stratégique pour aider les dirigeants à relever les grands défis, ça c'est clair. Mais moi, je pense que si on a les managers, les gestionnaires, ils doivent aimer leur monde, ils doivent donner l'exemple. Puis je pense que ça prend un engagement viscéral du sommet stratégique de l'organisation. L'organisation, elle ressemble au comité de direction. Par exemple, on pourrait dire on est une entreprise agile, mais le comité de direction, il est agité. Et quand tu regardes l'organisation, elle n'est pas agile, elle est agitée.
Notre comité de direction, est-ce qu'ils aiment les gens puis ils se préoccupent des ressources humaines? Si la réponse est oui, puis ils vont repositionner les RH, je pense que ça peut avoir un effet dans toute l'entreprise ou l'organisation, mais ça commence par, j'aime pas dire la tête, mais le sommet. Une des choses, si je peux partager, là, on voulait amener aussi des idées, mais chez nous, une des choses qui ont bien fait, je pense, sans aller dans des grosses RH, c'est qu'ils ont instauré comme un genre de culture du coaching. Alors, dans les gestionnaires, tout le monde se coach un peu, puis je pense que ça va bien avec, justement, s'élever, ou, tu sais, dans l'épanouissement qu'on parlait tout à l'heure, la pyramide de Maslow. Puis ça l'aide beaucoup à responsabiliser les gens, puis les amener à se dépasser. Donc, en tout cas, pour chez nous, la culture de coaching, je pense, vient aider un peu. C'est pas parfait, mais vient un peu outiller les gestionnaires, en fait. Moi aussi, je pense que ça doit aller beaucoup au-delà des ressources humaines aussi. C'est un acteur important, mais la culture aussi, je pense, ça peut avoir un très grand impact. Et nous, ce qu'on a fait, on a demandé aux employés de contribuer à l'établissement des nouvelles valeurs quand on a eu un nouveau président, là, maintenant quelques années. Et un des premiers items qu'il a fait, ça a été de voir si les valeurs qu'on avait en place étaient celles qui reflétaient l'ensemble de la population. Donc, on a eu plusieurs milliers d'employés qui ont contribué à établir les nouvelles valeurs. Puis, je dirais que dans tout ce qu'on fait, c'est beaucoup mis de l'avant. Puis, aussi dans les évaluations de personnel ou la rétroaction, ce qui est encouragé. Avant, ce qui était beaucoup encouragé, c'était le résultat lui-même, donc le quoi. Et maintenant, il y a beaucoup aussi le comment. Donc, avant, quelqu'un qui était hyper performant, un génie dans son domaine, mais qui était bête comme ses deux pieds, excusez, là, mais qui était pas respectueux, qui écrasait les autres pour atteindre ses objectifs, quoi que ce soit. Avant, ça aurait passé. Aujourd'hui, ça ne passe plus. Et ça s'est reflété justement dans les changements de la haute direction jusqu'en bas de l'organisation. Donc, on l'a vu dans certains changements organisationnels que les valeurs étaient effectivement mises en place. Donc, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que s'il y a une dichotomie entre ce qui est dit et ce qui est fait à tous les niveaux de l'organisation, c'est pas suffisant là, pour remettre l'humain, la personne, je pense, dans son importance. Oui. Quoi faire pour aider nos gestionnaires à être plus inspirants dans nos organisations? Bonne question. Question intéressante. Bien, en fait, moi, je dirais en premier la sélection des gestionnaires. On choisit encore beaucoup trop des gestionnaires qui sont des experts techniques. Puis c'est vraiment en fait, on va se priver d'un expert technique. Puis quand il est gestionnaire, il n'est pas supposé d'être le meilleur. Il est supposé de faire en sorte que les gens vont devenir meilleurs techniquement. Puis il va avoir une diversité d'expertise dans son équipe. Fait que lui va perdre en compétences techniques. Fait que si c'est ce qu'il aimait, c'est un peu dommage. Moi, j'ai des gestionnaires qui me disent, à chaque matin, je rentre au bureau, puis il y a 12 paires de yeux qui me regardent puis qui me disent, tu fais pas ta job. Je me dis, c'est assez souffrant, là, parce que faire la gestion du personnel, il faut que tu aimes ça, hein? Il faut aimer le monde, puis il faut aimer le trouble. Alors, si on ne les choisit pas qui aiment le monde puis qui aiment le trouble, bien, ce ne sera pas des bons gestionnaires. Alors, justement, quand on fait la mesure de l'engagement affectif, on voit des gestionnaires qui ont le bon profil dans les équipes, ils ont un niveau d'engagement affectif plus élevé dans leurs équipes. Puis les gens qui sont experts techniquement, qui, eux, évitent la gestion du personnel, bien, ont un engagement plus bas affectivement, donc de l'absentéisme dans leur équipe, du roulement et tout. Fait qu'il faut vraiment les soutenir, mais je dirais en premier lieu, bien les choisir. Vraiment, vraiment. Après, les accompagner. Puis leur laisser du temps aussi. Je trouve que, tu le dis, là, les gestionnaires auraient besoin plus de temps pour bien gérer, puis ils sont tellement interpellés dans les réunions, les dossiers, les courriels. On vient qu'on n'a même plus d'énergie pour nous-mêmes. Là. Alors, comment faire pour être une bougie d'allumage dans une équipe si tu es toujours à la course? Donc, revenir au b.a.-ba de la gestion aussi. Est-ce que ce qu'on formule comme attente, comme gestionnaire, bien, dans les attentes qu'on a, puis les objectifs qu'on va leur fixer, est-ce qu'il y a des choses liées à la gestion d'une équipe, au bien-être d'une équipe, à la fidélisation d'une équipe? Bien, souvent, les indicateurs ne sont pas là-dessus. Là. Fait que... Si dans la vie personnelle, les femmes sont plus heureuses que les hommes, au travail, ce n'est pas le cas.
c'est moins. L'indice du bonheur léger qu'on a calculé, les hommes, leur indice est à 72 sur 100 et les femmes à 70,9. Donc, c'est quand même près de 3 points d'écart plus bas. Je voulais savoir ce que vous aviez à dire sur cette réalité. Madame Saint-Hilaire, dans votre introduction, vous avez émis des constats, des éléments, mais encore. C'est une question délicate. Je pense que si je me fie à mon expérience personnelle, donc je vais répondre à titre personnel, je pense que des fois, si je compare, mettons, mes collègues masculins, puis dans mon équipe de gestion, je suis la seule fille qui se rapporte à mon boss. Donc, je peux juste faire ça, regarder mes collègues, c'est tous des gars. Je trouve que des fois, j'ai une recherche d'un résultat, peut-être de la perfection. On est un peu plus perfectionniste. Puis des fois, je pense qu'il y a lieu de se questionner, est-ce que ce thème-là de plus, qui va me demander ça de travail, qui va me rapporter ça en bout de ligne, je veux dire à l'entreprise, aux clients, etc., est-ce que ça vaut la peine à ce stade-ci? Est-ce que je mets la priorité sur les bonnes choses? Donc, je pense que des fois, on se met nous-mêmes un grand fardeau sur les épaules. Puis des fois, on se préoccupe peut-être aussi plus du regard des autres. En tout cas, moi, personnellement, c'est un thème que j'ai remarqué dans ma carrière. Puis je commence à m'assagir un peu plus, puis je pense en tout cas, puis essayer de départager les choses. Mais je dirais qu'au niveau homme-femme, il y a peut-être ça. Puis il y a peut-être aussi le fait du réseau. Donc, selon certaines circonstances, il y a des enjeux qui sont peut-être plus propres aux filles. Puis, il y a peut-être moins de gens, des fois, avec qui échanger au sein de l'entreprise. Donc, des fois, il faut juste trouver... je pense que des fois, les gars, regardant mes collègues, je trouve qu'ils sont plus habiles à maintenir leur réseau. Mais puis, maintenir le réseau, ça a l'air très délibéré, mais je veux dire, c'est une gang de gars qui s'entraident puis qui sont heureux de se retrouver après le travail, ils vont prendre une bière. Et plus ce lien-là est plus naturel et plus solide, je ne sais pas, que moi, je trouve que personnellement, là, en tant que fille, j'ai vécu dans ma carrière. On a, je pense qu'il y a le pourcentage de différence. Les femmes, de façon générale, je pense qu'on a un sentiment de culpabilité plus facile que les hommes. Alors, moi, je pense que des fois, on est au travail, puis il y a la petite culpabilité il y a quelque chose qui se passe dans la vie personnelle qu'on n'est pas en train de régler. Puis quand on est dans la vie personnelle, il y a la petite culpabilité qui vient aussi que... Fait que ça, je pense, ça a un indice un petit peu peut-être sur le facteur de est-ce que je suis vraiment complètement là au travail et heureuse, un. Puis deux, tu as parlé de 2 trucs par rapport... moi aussi, c'est comme je suis quand même assez entourée d'hommes, donc le souci pour une femme de toujours être comme correct, il y a toujours une ligne qui est comme là, que les hommes, je sens qu'ils ont moins. Puis être souvent entourée d'hommes, bien, ils ont une facilité, c'est vrai, dans les relations que je trouve. Tu mets une gang d'hommes ensemble, là, je les vois, là, ils ont le bonheur plus facile, ils vont s'amuser. En fait, ils s'amusent. On serait trop sérieux? Non, mais ils jouent, là, c'est vraiment, ils s'amusent. Plus. Mais nous, des plus femmes ensemble, là, on va parler plus de comment ça va, nos sentiments et tout. Fait qu'ils ont comme un bonheur plus facile, je trouve. En fait, des fois, je regarde, je dis, mon Dieu, j'aimerais ça être comme ça plus que le souci de, mais mon Dieu, je peux pas dire ça et tout. Peut-être plus accentué chez les femmes. Puis d'ailleurs, je remercie, j'ai Michel, il faut que je le dise, qui est là, qui a accepté de venir aujourd'hui, qui est mon patron, entouré de femmes. Alors, il vit l'inverse aujourd'hui, fait que c'est très, très apprécié. Mais effectivement, énormément de plaisir avec les gars autour. Ouais. Moi, j'ajouterais, moi aussi, en fait, je suis la seule femme, mes 2 associés sont des hommes, donc depuis plus de 20 ans. Moi, j'ajouterais la notion de charge mentale pour les femmes, parce que on a les mêmes réalités familiales, mettons, mes associés et moi, mais moi, je me soucie plus qu'eux autres de comment ça se passe à la maison, puis tout va être correct dans les déplacements, etc. Fait que c'est sûr qu'il faut se donner les moyens, là. Moi aussi, j'ai quelqu'un à la maison qui me permet de me libérer de tout ça, mais mes associés, ils pensent jamais à comment ça va à la maison. C'est leur femme qui s'occupe de ça. Je pense que les femmes, on a plus la charge mentale encore à s'occuper un peu de tout. Il faut lâcher prise un peu. Oui. On change de thématique. Je vais aller un peu plus loin dans
dans les solutions, dans les éléments qu'on peut mettre en place. Tout d'abord, se rappeler que pour attirer des talents, la réputation de l'entreprise, les défis à relever, les salaires, c'est ce qui attire le plus. Or, pour retenir vos talents, ce ne sont pas du tout les mêmes critères. C'est d'abord le climat général de travail, la réalisation de soi, donc les gens veulent s'épanouir au travail, et l'intégrité. Les gens veulent pouvoir rester eux-mêmes et le salaire arrive en 10e position. Et le salaire va prédominer si les conditions préalables ne sont pas rencontrées. Je vais aller un peu plus loin. Donc, léger, vous avez entendu parler de notre indice du bonheur au travail. On l'a retravaillé, on l'a solidifié. Donc, au mois de juin, on a fait toute une revue de la littérature de ce qui se fait du bonheur au travail, analysé les questionnaires. On a fait notre propre questionnaire qui était composé de 45 questions. On a sondé 1500 salariés et nos analyses en analytique nous a démontré que les 10 facteurs que vous voyez à l'écran expliquent 76% du bonheur au travail. Peu importe comment on faisait les traitements statistiques, on arrivait à ces dimensions-là. Donc, quels sont-ils? Il y a le climat général de travail. Ils sont en ordre d'importance. Et le score que vous voyez, c'est le résultat, l'indice en lien avec cet énoncé. Donc, il y a le climat général de travail, la réalisation de soi, qui est vrai dans sa vie personnelle également, pouvoir rester soi-même, la reconnaissance au travail, sentiment d'appartenance. On a la correspondance, les tâches que je veux faire, le travail que je fais, est-ce bien les tâches que je souhaite faire dans mon travail? Toute la notion de est-ce que je suis respectée au travail? L'équilibre, la charge de travail, est-ce qu'elle est jugée raisonnable? L'opportunité d'apprendre et de se développer. Et on a la rémunération. Ce sur quoi je veux attirer l'attention et je vais vouloir discuter avec vous, mesdames, on a parlé de la reconnaissance. Vous voyez, ça fait partie des énoncés qui sont les moins bien notés. On est en bas de 70%, qui corrélait au sentiment d'appartenance. Donc, si je ne suis pas reconnue, le sentiment d'appartenance va être moins. Et l'opportunité, l'énoncé 9, d'apprendre et de se développer. Notamment, les milléniaux, les plus jeunes, mais même de tout âge, on souhaite pouvoir apprendre davantage. Nos jeunes veulent conquérir le monde, mais ils veulent le faire à travers les différents emplois qu'ils veulent occuper. Ils vont occuper beaucoup plus d'emplois que nous, dans la génération X, on va avoir occupé. En fait, moi, ça fait 28 ans que je suis chez Léger. Donc, c'est les jeunes qui travaillent pour moi vont faire beaucoup plus d'emplois. Mais comment on peut arriver à s'épanouir? Comment les entreprises peuvent former aussi les employés? Une question? Oui. C'est la question? Tu peux répondre à la question. En fait, je voulais voir quelles sont les conditions gagnantes pour favoriser la rétention de nos talents, mais en même temps, je vous invite à réagir sur les différentes dimensions, là, celles qui sont les plus interpellantes. Bien, ça va, nous, dans le sens de la mesure qu'on fait dans différentes entreprises clientes. Là, on sait que le développement professionnel et la reconnaissance arrivent souvent au dernier rang. Puis on sait que c'est corrélé, puis c'est recherché avec la qualité de vie / performance au travail. Donc, les gens souhaitent apprendre, se développer en continu et être reconnus au quotidien. Donc, pas des grands programmes de reconnaissance là, qui ont un effet, c'est plus la reconnaissance existentielle au quotidien, donnée en premier lieu par le supérieur immédiat, qui serait comme la base, puis ensuite qui pourrait venir des collègues. Seulement des collègues, ce ne serait pas suffisant. Moi, je pense qu'une façon d'y arriver pour l'avenir, là, ça serait de penser au leadership partagé. Donc, on ne pourra pas, devant les grands défis organisationnels qui sont devant nous, avoir juste quelques têtes qui réfléchissent, donc qui sont les chefs. Il faudrait qu'on ait la contribution de l'intelligence de tout le monde, donc l'intelligence collective. Puis je pense qu'une voie pour y arriver, ça serait le leadership partagé.
alors qu'on replace le chef au centre de son équipe et non pas au-dessus de la pyramide. Donc, au centre de son équipe, puis c'est un super animateur. Il a les bonnes qualités personnelles recherchées, puis il est capable de faire émerger les talents de tout le monde. C'est sûr qu'il y a des organisations qui ont plus de freins. Il y a d'autres organisations qui en ont moins pour arriver à ça. Mais moi, je vois certaines organisations actuellement, sont rares, là, mais j'en vois qui n'ont pas de difficulté d'attraction, pas de difficulté à fidéliser, mais c'est sûr qu'ils innovent dans leur pratique de gestion. Puis on sait que c'est rare parce que le management n'est pas un secteur d'activité où on innove tellement. C'est assez traditionnel encore. Alors, le leadership partagé, pour moi, ça serait quelque chose à explorer. Juste avant, ajouter deux résultats. En fait, au Canada, notre indice du bonheur des salariés est à 71,93. Sachez qu'au Québec, on est un peu plus heureux qu'ailleurs au Canada. Et si vous avez des succursales en Ontario, sachez que c'est le score le plus bas. Donc, Ontario? En Ontario, oui, on est presque en bas de 70 %. Donc, il y a des enjeux aussi selon les provinces. Oui, Élise? Moi, je voulais renchérir sur ce que tu as dit. J'avais réfléchi à cette question-là. Et puis, je pense que j'ai pensé à une expérience que j'avais eue avec un de mes patrons. Donc, on est dans une compagnie matricielle, j'ai plusieurs boss. Puis, un des patrons nous avait fait un témoignage. Il nous avait dit que tôt dans sa carrière, il avait eu une bonne idée au niveau en fait, il avait noté des lacunes dans l'organisation, puis il est allé voir son patron, tout frais, là, sorti de l'école, jeune vingtaine, puis il avait dit écoute, ça fonctionne pas, ça, c'est pas une bonne idée, ça, c'est mal organisé. En tout cas, avec une approche naïve, mais vraie, authentique, puis il est arrivé avec des recommandations aussi. Puis le patron, il avait dit, bon, bien, parfait, bien, à ce moment-là, définis-moi ton job description, définis-moi ta job, ton travail, puis arrive-moi avec une proposition, puis tu as la job. C'est ta job, ça va être de régler le problème. J'avais trouvé ça assez impressionnant comme réaction d'un gestionnaire de dire, wow, tu as identifié un problème, tu es capable de l'étayer, tu es arrivé avec des solutions, vas-y, règle le problème que tu as toi-même détecté. Tout ça étant encadré, là. Mais la morale de l'histoire là-dedans, que j'ai trouvé intéressante puis qui a essayé de nous exprimer, c'est que oui, on a une description de tâches, oui, on a un rôle à jouer, mais il en revient qu'à chacun de nous, finalement, de faire de la job, du travail. On a une latitude dans l'exercice de nos fonctions. On a des idées. On a la possibilité de mouler, de modeler jusqu'à un certain point nos responsabilités, notre champ d'interaction, nos façons de faire. Et puis, un des éléments que je trouve qui est super important au niveau leadership puis gestion, c'est ça, c'est de permettre une certaine liberté et autonomie pour les gens. Ça rejoint ton point de co-gestion. C'est vraiment de permettre aux gens d'exercer cette créativité-là, puis d'exercer leur jugement. Ils connaissent leur travail mieux que nous. Puis, de cette façon-là, on est vraiment capable d'aller chercher une contribution beaucoup plus grande. Puis, tu avais mentionné plutôt que dans les grandes organisations, on avait des postes souvent qui sont très en boîte, finalement. Puis, je trouve que c'est vrai. Chez nous aussi, par moment, on a perdu certains employés qui avaient des habiletés hybrides, des habiletés qui ne se mettaient pas vraiment en boîte, puis évoluaient plus rapidement des fois que le marché. Puis, c'était difficile de les accompagner puis de les faire se réaliser dans un contexte comme ça. Donc, je pense qu'une certaine flexibilité aussi au niveau des organisations. Les deux points se rejoignent, mais je pense que c'est important. On peut avoir des gens qui ne sont pas exactement le profil clé, mais qu'ils sont des ponts ou des gens qui sont capables d'interpréter entre deux domaines d'expertise. Je pense que c'est important d'aller chercher ça, d'aller vraiment chercher des profils plus variés, d'assurer une certaine flexibilité, d'encourager les gens à être entrepreneurs, même si on est dans une grande organisation, on peut tout à fait être entrepreneur dans un contexte dans lequel on est actuellement. Oui. Juste ajouter un élément juste pour faire du pouce sur ce que tu dis. Dans le sondage, 71 % des salariés sont prêts à relever plus de défis dans leur organisation.
Donc, qu'est-ce qu'on attend justement pour leur donner cette opportunité? C'est énorme. Ils attendent juste à pouvoir exploiter leur talent ou à innover avec l'entreprise. Oui. Je vais faire du pouce un peu sur ce que tu disais. Un livre que j'avais déjà lu, c'est Jim Collins, Good to Great. Il disait il faut avoir la bonne personne assise au bon endroit dans l'autobus. Puis je pense que ça, c'est un bout que les gestionnaires, on a à s'assurer que le poste, qui est un peu en boîte, est-ce que quand je passe mes entrevues de sélection, je mets la bonne personne à la bonne place? Pas parce qu'elle est capable de le faire. Généralement, les gens, on est intelligents, on est capable de faire le poste, mais de voir est-ce que selon le type de personnalité, les aspirations de la personne, ses intérêts, ce qu'elle aime faire naturellement, est-ce que ça fit dans l'autobus? Oui. Ça, c'est la première chose. Puis, du côté employé, il y en a tantôt qui vont prendre des grosses décisions par rapport à leur carrière. Les choix de carrière qu'on fait sont très importants, mais il faut aussi comprendre c'est quoi, qui on est. Alors, il y a un paquet de tests qui existent, là, comme le Myers-Briggs, qui est super bon, c'est ton type de personnalité psychologique, où il faut comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on aime naturellement, pour que quand on va choisir un emploi, un poste, on va être le plus possible sur notre X. Ça, c'est le deuxième élément. Puis le troisième, je dirais, un autre livre, Simon Sinek, encore en anglais, Starting with Why. Mais peu importe le poste qu'on a, c'est de prendre le temps comme employé, ça, c'est notre responsabilité, de comprendre pourquoi ce que je fais est important, puis comment ça s'arrime, c'est quoi l'impact de ce que je fais autour de moi pour que le poste devienne beaucoup plus grand que juste je rentre des données ou je fais juste répondre au téléphone. Ou il y a quelque chose en dehors de ça. Puis quand que ça, c'est l'espèce de sens au travail. Alors quand je comprends le sens de ce que je fais, tout d'un coup, c'est plus un travail. Ça devient quasiment une vocation, puis ça devient très, très inspirant pour l'individu. Donc je pense que on parlait de responsabilité partagée, là, gestionnaire, employé. Ça va des deux bords. Ce serait ce que je dirais sur le sujet. Concrètement, si on voulait se bâtir un petit coffre à outils sur le bonheur au travail, qu'est-ce qu'on mettrait dans notre coffre à outils? Est-ce qu'il y a de façon plus ludique, est-ce qu'il y a des pratiques pour favoriser une meilleure ambiance, que ce soit c'est pas juste en termes de légèreté, mais comment amener les gens à mieux se comprendre aussi? Du temps. Moi, je mettrais dans la boîte à outils du temps de qualité entre le patron, son équipe, puis entre les collègues de l'équipe, donc du temps. Puis aussi, je mettrais peut-être un petit aide-mémoire pour rappeler aux gens que c'est vraiment pas la responsabilité de l'employeur, le bonheur, même pas le bien-être. Moi, j'aime mieux parler maintenant de être bien, puis de restituer la responsabilité entre l'individu et l'employeur. Là, c'est pas juste l'employeur. Donc, qu'est-ce que les gens font de leur vie? Il y a le travail, mais il y a aussi à l'extérieur du travail. Hein? Quand les gens arrivent pour travailler, est-ce qu'ils ont une bonne énergie? Ils sont contents d'être là? Fait que peut-être un aide-mémoire dans la boîte à outils qui aurait quelques grands rappels qui ont une responsabilité à voir là-dedans. Moi, je dirais chaque personne qui travaille, elle a comme deux facettes. Elle est un outil pour l'entreprise, elle est un être humain. Je pense qu'il faut nourrir les deux côtés quand on est employé, puis je pense qu'il faut nourrir les deux côtés quand on est leader. Donc, dans la boîte à outils, je mettrais différentes possibilités de faire de l'apprentissage continu. Donc, pas imposer, mais avoir une variété de moyens pour les employés pour apprendre dans des sujets ou dans des façons d'être pour qu'ils puissent se réaliser. Moi, ce qui m'a beaucoup impacté, je dirais, surtout dans un contexte de transformation, c'est quand les gens sont présents. Quand les gens de la gestion, la haute gestion sont présents, viennent voir les employés, viennent leur parler, viennent leur exprimer les raisons pourquoi. Il y a des transformations, écouter les inquiétudes. Je pense qu'au niveau du bonheur au travail, ce qui peut faire la différence entre la fierté et la peur, mais ça peut être un élément comme ça. Donc, la communication, je pense, c'est super important dans la boîte à outils pour le bonheur d'avoir cet échange-là. Puis, je pense que je commencerai par ces deux éléments, là, la formation. Puis la reconnaissance aussi, c'est quand même assez important. On a commencé avec quelque chose de tout simple que j'aime beaucoup, mais avec les valeurs qu'on a, on a des petits cartons. Puis le gestionnaire ou les employés, donc, prend selon le cas, on a électronique ou on a écrit. Moi, j'aime bien l'écrit parce que je mets du temps dedans, puis je trouve que c'est plus personnel. Là. Je pense que c'est à chacun de trouver sa méthode, mais
des cartons avec la valeur, puis pourquoi tu trouves que la personne elle a agi selon les valeurs d'entreprise. Fait qu'il y a toutes sortes d'outils différents pour reconnaître, je pense que c'est important aussi. Est-ce qu'on doit mettre des chefs de bonheur? On voit ça, des Happy Chiefs qui émergent. Je veux juste dire, je n'ai pas le choix de le plugger, le coffre à outils. La Great West a mis un site Internet sur pied, ça s'appelle Stratégie de santé mentale. C'est comme ça que c'est écrit, par Great West. Et puis, c'est accessible à tous. C'est disponible pour les employeurs, les employés, les PME, tous. Et à l'intérieur, il y a un paquet d'outils, justement, dont une section sur qu'est-ce qu'on peut faire dans un milieu de travail là, pour jazzer un peu l'ambiance et des choses comme ça. Je vous inviterai à aller le voir. Là, c'est vraiment, vraiment bien fait. Puis ça a été fait pour le grand public. Alors, stratégie de santé mentale. J'espère que je ne me trompe pas. Bon. Great West, vous allez le trouver sur Internet. Okay. Alors ça, c'en est un coffre à outils. On m'indique qu'il reste 2 minutes déjà. Ça passe. Oh, wow. Est-ce que tu peux ajouter moi, je voulais juste dire, moi, je ne serais pas pour le chef du bonheur parce que je trouve que ça déresponsabilise les gens et les gestionnaires. Puis il y a une tendance même qui veut que les ressources humaines soient décentralisées dans les opérations, donc pour les rapprocher des opérations. Donc, je pense que ce serait contre-tendance de mettre des chefs du bonheur, à mon avis. Dans des petits gestes qui sont posés dans des grandes entreprises aux États-Unis, il y en a un qui nous a expliqué qu'il y avait des Happy Lunch, notamment dans les usines où il y a la boîte de nom des gens qui sont dans les usines et la direction. Et chaque semaine, on en pige un au hasard, on paie le lunch, allez dîner ensemble pour apprendre à vous connaître davantage. Donc, les différentes activités patrons et employés. Je sais qu'il reste moins de 2 minutes, mais aujourd'hui, on parle du bonheur au travail, mais dans 15 ans, est-ce qu'on va encore parler du bonheur au travail ou on va être ailleurs? Parce qu'on parlait d'une pénurie de main-d'œuvre, pas de... Oui, en fait, quand on regarde les futurologues, ce qu'ils nous annoncent pour le futur du travail, c'est que la face va vraiment changer. On parle d'un taux de chômage très élevé dans le futur parce que nos organisations vont être très automatisées. Puis, dans le fond, il faut avoir des nouvelles compétences pour le futur. Puis moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, actuellement, puis que j'interviens beaucoup dans les entreprises pour ça, c'est qu'il faut reskiller. Donc, il faut faire une modification, un ajustement dans les compétences de nos employés qui sont pas du tout adapté à ce qui s'en vient dans 3 ou 4 ans. Puis je trouve qu'on s'en préoccupe pas assez. On a parlé beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre il y a 10 ans, puis là, on est en plein dedans. Bien, il va se passer pas mal la même affaire avec le set de compétences de nos employés qui n'est pas du tout prêt pour il y a 3 ans. Fait que moi, c'est pas le bonheur qui me préoccupe pour 3 ans, c'est est-ce que les gens vont avoir les bonnes compétences pour avoir des jobs dans le futur. C'est plus ça, là, ma préoccupation. Mais je garde en tête qu'il faut être heureux, c'est sûr. Oui. Sûr. Mais juste sur ça, merci beaucoup. Compétent et heureux. Pour terminer, en fait, je vais conclure extrêmement vite, le temps presse, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut réunir les conditions gagnantes, travail et bonheur, parce qu'on sait, ça a été démontré que le bonheur au travail, c'est rentable, productif, mais c'est surtout contagieux. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup. On va passer au panel de discussion simultanée qui vont avoir lieu à l'étage inférieur dans 2 salles différentes. Donc, les thèmes respectifs, c'est le trop lourd fardeau des femmes, sources, impact et solutions, qui est dans la salle Mozart, Chopin. Et le deuxième, c'est des étudiantes anxieuses, des millénials de plus en plus stressés, comment inverser la tendance dans la salle Ravel-Wagner. Et je vous invite à utiliser les escaliers pour ne pas engorger les ascenseurs. Merci.